Je suis Jean, 32 ans, et je viens de vendre ma société de technologie pour 20 millions de dollars, seulement pour voir ma propre chair et mon propre sang comploter immédiatement ma ruine financière. Avant de vous raconter comment je les ai légalement piégés dans leur propre toile d'avidité, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. L'encre sur le contrat d'acquisition était complètement sèche. 20 millions de dollars. Je me suis assis dans la salle de conférence vitrée de mon entreprise, fixant la signature qui venait de changer toute la trajectoire de ma vie. Ma main tremblait réellement. J'avais passé les 7 dernières années de ma vie à dormir sur des tapis de bureau bon marché, à manger à des distributeurs automatiques et à sacrifier toutes les relations personnelles que j'avais juste pour maintenir les lumières allumées. Maintenant, la guerre était finie. J'avais gagné. En face de moi se trouvait Gabriel. Il était mon avocat. Mais au fil des années à repousser les investisseurs prédateurs et à naviguer dans le monde brutal des startups, il était devenu mon plus proche confident. Gabriel avait la fin de la cinquantaine, toujours impeccablement vêtu avec un esprit comme une trappe d'acier. Il ne célébrait pas comme les gens normaux. Il me regardait simplement tranquillement pendant qu'il organisait les derniers documents et claquait sa mallette en cuir. Je l'ai regardé, l'adrénaline se calmant enfin dans mes veines. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai dit à Gabriel que j'allais appeler mes parents. Pendant toute ma vie, j'avais été l'enfant invisible. J'étais celui qui devait se débrouiller seul pendant que mes parents déversaient toute leur affection, leur attention et leur argent sur mon jeune frère, Cédric. Je pensais que c'était le moment qui allait enfin tout changer. Je pensais que 20 millions de dollars m'achèteraient enfin le respect de mon père et l'amour de ma mère. Gabriel a arrêté ce qu'il faisait. Il a posé ses mains à plat sur la table en acajou et m'a regardé avec une expression qui m'a glacé le sang. Ce n'était pas un regard de félicitation. C'était un regard d'avertissement profond. Il m'a dit de poser le téléphone une seconde. Il s'est penché et m'a donné un conseil qui semblait totalement insensé à l'époque. Il m'a dit d'appeler mes parents, mais de ne pas leur parler de la vente. Au lieu de cela, il m'a demandé de leur dire que l'affaire avait violemment échoué. Il voulait que je dise qu'un procès massif inattendu avait drainé tout mon capital d'exploitation, que l'entreprise avait été saisie et que j'étais complètement, désespérément fauché. J'ai éclaté de rire. Je lui ai demandé pourquoi diable je ruinerais le plus beau jour de ma vie avec un tel mensonge. Gabriel n'a pas souri. Il a expliqué que la richesse massive et soudaine agit comme un sérum de vérité sur les familles. Elle enlève toutes les manières polies et révèle exactement qui sont vraiment les gens. Il m'a dit qu'au cours des dernières semaines, en préparant mon portefeuille financier, il avait fouillé l'ancienne fiducie familiale, l'héritage que ma grand-mère Éléonore avait mis en place avant de décéder. Il m'a dit qu'il avait trouvé des irrégularités. Les choses ne correspondaient pas. Il soupçonnait mes parents de me cacher quelque chose d'énorme. Il a dit que si je voulais savoir si mes parents m'aimaient en tant que leur fils ou me voyaient simplement comme un distributeur automatique ambulant, je devais jouer le fou. Je faisais plus confiance à Gabriel qu'à n'importe qui d'autre au monde. Alors, le cœur lourd, j'ai composé le numéro de ma mère. Elle a décroché presque immédiatement. Sa voix était vive, enjouée, anticipant de bonnes nouvelles. J'ai forcé ma voix à se briser. J'ai pris une respiration tremblante et je lui ai dit le mensonge. Je lui ai dit que les investisseurs s'étaient retirés, que les comptes étaient gelés et qu'il ne me restait absolument rien. Je lui ai demandé si je pouvais rentrer chez moi quelques jours pour arranger les choses. Le silence au bout du fil était assourdissant. Ce n'était pas un silence choqué. C'était le silence d'une calculatrice traitant des chiffres. Quand elle a finalement parlé, sa voix avait baissé d'une octave. Elle était froide. Elle n'a pas demandé si j'allais bien. Elle n'a pas demandé ce qui était arrivé à l'entreprise. Elle a juste dit qu'elle avait besoin de parler en privé à mon père et elle a raccroché. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message de mon père. Je l'ai ouvert en espérant une bouée de sauvetage. Au lieu de cela, le message disait « Ne reviens pas à la maison. Nous ne pouvons pas nous permettre ta témérité. » Témérité ? J'ai fixé le mot jusqu'à ce qu'il se brouille. J'avais construit un empire sans aucune aide de leur part. Et la seconde où ils ont pensé que j'étais en difficulté, ils ont verrouillé la porte. Gabriel a vu mon visage s'effondrer. Il a simplement hoché la tête, m'a dit de rentrer chez moi, de verrouiller mes portes et d'attendre. Il m'a promis qu'il passerait à l'action.
Je n'ai pas dormi une seule seconde cette nuit-là. Je me suis assis dans l'obscurité sur mon canapé. Le silence de mon appartement m'oppressait. À 3 heures du matin, mon téléphone a éclairé la pièce. C'était un message de ma cousine, Chloé. Chloé était la seule personne de notre famille élargie à posséder un brin de décence humaine. Le message disait simplement « Jean, je suis tellement désolé. Tu dois voir ça. » Une capture d'écran était jointe. Elle venait d'une discussion de groupe familial privé dont je ne savais même pas l'existence. Mes yeux ont parcouru les bulles de texte bleues et grises. Les eurodatages montraient que la conversation avait commencé exactement 2 minutes après que ma mère m'ait raccroché au nez. Le message de ma mère était tout en haut. Il disait « C'est notre chance ». En dessous, oncle Robert a répondu « Robert était un homme misérable. Complètement ruiné par un divorce amer et une bataille brutale pour la garde il y a 5 ans. Il détestait quiconque avait ce qu'il n'avait pas. Son message disait « S'il est fauché, il est inutile. Lâche-le avant qu'il ne demande de l'argent. » Puis le texte de mon père « Sortez les papiers avant qu'il ne réalise. Nous agissons vite le matin. Ne lui parlez pas de la fiducie. » Et enfin, mon frère Cédric de 28 ans, l'enfant prodige, il a écrit « Je vous l'avais dit qu'il allait s'effondrer. Il ne méritait rien de tout ça de toute façon. » Mon estomac est tombé dans mes chaussures. La fiducie. Il m'avait toujours dit que la fiducie de ma grand-mère était complètement vide, drainée par de mauvais paris boursiers il y a des années. Ils avaient menti. Et maintenant, me croyant entièrement vulnérable et désespéré, ils tournaient comme des vautours. Gabriel avait complètement raison. Ma famille ne pleurait pas mon échec. Ils calculaient comment en tirer profit. Les heures entre 3 heures du matin et le lever du soleil furent les plus longues de toute ma vie. J'arpentais le parquet de mon appartement, mes pieds nus froids contre le bois. Chaque fois que j'essayais de m'asseoir, une nouvelle vague d'adrénaline et de nausée me forçait à me relever. La capture d'écran de Chloé était gravée en permanence dans mon esprit. Je n'arrêtais pas de la regarder alors que le ciel derrière ma fenêtre passait lentement du noir à un gris terne et meurtri. Les vannes de ma mémoire se sont ouvertes. Les messages textes n'auraient pas dû me choquer. Les signes étaient là toute ma vie. J'étais juste trop désespéré pour leur amour pour les voir. Je me suis souvenu du jour où j'ai reçu ma lettre d'acceptation à l'université d'État. J'étais ravi. J'ai couru dans la cuisine pour montrer mes parents. Mon père a à peine jeté un coup d'œil à la lettre avant de me dire que l'économie était trop serrée. Il a dit que je devrais me débrouiller seul. J'ai passé les 4 années suivantes à me noyer dans les prêts étudiants, à travailler de nuit dans un entrepôt pour payer mes livres. Je dormais à peine. Mais 3 ans plus tard, lorsque Cédric a décidé qu'il voulait fréquenter un collège privé d'arts libéraux hors de l'État, mes parents ont soudainement débloqué un fonds universitaire massif. Ils ont payé ses frais de scolarité, son dortoir de luxe et son plan de repas entièrement en espèces. Quand j'ai demandé à mon père, il m'a simplement dit que Cédric avait besoin d'un environnement différent pour s'épanouir. Je pensais à mes 20 ans. Je travaillais dans un emploi épuisant en entreprise, essayant désespérément de gravir les échelons. J'étais en lice pour une promotion majeure. C'était un poste qui aurait doublé mon salaire et m'aurait enfin permis de rembourser ma dette écrasante. La veille de mon dernier entretien avec le directeur régional, mon père m'a appelé paniqué. Cédric avait été arrêté à 2 états de là pour une bagarre ivre dans un bar. Mon père a exigé que je conduise toute la nuit, que je paie la caution de Cédric et que je lui trouve un avocat. J'ai supplié mon père d'y aller lui-même, expliquant à quel point l'entretien était important. Il m'a dit que la famille passait toujours en premier, et que si je n'y allais pas, je n'étais pas son fils. J'ai fait le trajet. J'ai libéré Cédric sous caution. J'ai manqué l'entretien. J'ai perdu la promotion. Quand j'ai enfin ramené Cédric chez mes parents, il ne m'a même pas regardé dans les yeux pour me remercier. Mes parents l'ont juste serré dans leurs bras et lui ont dit que tout irait bien. Les souvenirs ne cessaient d'affluer, chacun une douleur vive dans ma poitrine. Quand j'ai finalement quitté mon travail misérable pour démarrer ma entreprise de technologie, mes parents ont dit à tout le monde que j'avais une dépression nerveuse. Pendant les 2 premières années, je n'ai pris absolument aucun salaire. J'ai survécu avec des pâtes bon marché et de l'eau du robinet. La seule personne qui m'a soutenu était Julien, mon brillant directeur des opérations.
Julien et moi avons construit le logiciel de A à Z, le proposant à des centaines d'investisseurs qui nous claquaient la porte au nez. Pendant ces années brutales, mes parents n'ont jamais demandé comment allait l'entreprise. Ils ne m'appelaient que si Cédric avait besoin de son loyer payé ou s'ils avaient besoin que je répare leur Wi-Fi à la maison. La seule personne qui m'ait jamais vraiment aimé était ma grand-mère, Éléonore. Je me souviens très bien du jour de ses funérailles. Il pleuvait à verse. Je me tenais près de sa tombe alors que le cercueil était descendu dans la terre boueuse. J'avais le cœur brisé, mais alors que nous retournions aux voitures, j'ai surpris ma mère et mon père se disputant bruyamment à propos de la facture du traiteur pour la veillée. Complètement indifférents au fait qu'ils venaient d'enterrer une femme qui avait travaillé toute sa vie pour subvenir à leurs besoins. Éléonore avait l'habitude de me tenir la main et de me dire que mon indépendance serait ma plus grande arme. Elle m'a dit de ne jamais laisser mes parents éteindre mon feu. J'ai finalement compris ce qu'elle voulait dire. À exactement 7h14 du matin, le silence de mon appartement fut brisé par ma sonnerie. J'ai fixé l'identification de l'appelant. C'était ma mère. Je me suis raclé la gorge, forçant mon rythme cardiaque à ralentir. J'ai appuyé sur accepter et j'ai porté le téléphone à mon oreille. Allô, Jean. Mon chéri, sa voix a coulé à travers le haut-parleur, dégoulinant de chaleur artificielle et d'inquiétude. C'était la voix qu'elle utilisait quand elle voulait que les voisins pensent que nous étions la famille américaine parfaite. Salut, maman, ai-je dit, gardant mon ton plat et épuisé. Ton père et moi avons passé la nuit à nous inquiéter pour toi, a-t-elle menti, sa voix tremblant légèrement pour un effet dramatique. Nous savons que tu es dans une situation terrible avec l'effondrement de ton entreprise. Nous voulons t'aider, mon chéri. Nous le voulons vraiment. Nous avons besoin que tu viennes à la maison aujourd'hui, dès ce matin. Il y a certaines choses que nous devons régler pour te protéger. J'ai serré le bord de mon îlot de cuisine si fort que mes doigts me faisaient mal. Je savais exactement ce qu'elle essayait de régler. Quel genre de choses, ai-je demandé doucement. Juste des papiers de famille, mon chéri. Pour régler tes prochaines étapes et éloigner les créanciers de la famille. Il est préférable que nous le fassions rapidement. Conduis prudemment. Nous t'aimons. Elle a raccroché avant que je ne puisse poser une autre question. J'ai posé le téléphone. Je suis allé dans la salle de bain et j'ai fixé mon reflet. Mes yeux étaient rouges et creux. Mais le désespoir qui y vivait autrefois avait complètement disparu. J'ai éclaboussé de l'eau glacée sur mon visage. J'ai séché mes mains, j'ai pris mes clés de voiture et je suis sorti. J'allais droit dans la gueule du lion. Mais cette fois, je n'étais pas la proie. Le trajet jusqu'à ma maison d'enfance a duré exactement 45 minutes, mais il m'a semblé une éternité. Le soleil du matin était éclatant, traversant l'air vif, illuminant les pelouses parfaitement entretenues du quartier résidentiel chic de mes parents. Tout semblait si incroyablement normal à l'extérieur. J'ai tourné dans la rue de mes parents et j'ai laissé ma voiture rouler lentement vers leur propriété. Lorsque la maison est apparue, mon pied a appuyé fort sur la pédale de frein. Ma voiture a fait une embardée et s'est arrêtée au milieu de la route. J'ai regardé à travers le pare-brise, garé juste au milieu de la large allée pavée, luisant agressivement sous le soleil du matin, il y avait une toute nouvelle Porsche 911 noire de jet. Les plaques du concessionnaire étaient encore à l'arrière. Ma mâchoire s'est serrée si fort que mes dents ont grincé. Cédric ne travaillait pas. Il n'avait pas occupé d'emploi légitime depuis son adolescence. Il vivait d'une allocation mensuelle fournie par mes parents, affirmant qu'il cherchait sa passion. Une voiture comme celle-là coûtait bien plus de 150 000 $. Il n'y avait absolument aucun moyen qu'il se qualifie seul pour un prêt. La réalité nauséabonde m'a frappé comme un coup physique. Cédric avait acheté la voiture à crédit massif. Il misait sur un afflux massif et soudain d'argent. Il misait sur ma chute. Il croyait réellement que l'argent que mes parents étaient sur le point de voler à ma part de la fiducie familiale allait payer sa voiture de sport de luxe. J'ai lentement avancé ma voiture et me suis garé dans la rue, refusant de m'engager dans l'allée à côté de ce monument à l'avidité. J'ai coupé le moteur, j'ai pris une grande inspiration stable, et je suis sorti. La marche sur le chemin en béton ressemblait à une marche vers l'exécution. Je n'ai pas pris la peine de frapper. J'ai tendu la main, j'ai tourné la lourde poignée en laiton, et j'ai poussé la porte d'entrée. L'air à l'intérieur de la maison était épais, étouffant, et fortement climatisé. Tout semblait complètement mis en scène, comme un décor de théâtre,
attendant que l'acteur principal se mette en place. Ma mère se tenait dans la cuisine immaculée, essuyant un comptoir en marbre qui était déjà parfaitement propre. Cédric était affalé sur le canapé sectionnel en cuir chair du salon, portant un pantalon de survêtement de marque, textant rapidement sur son téléphone avec un sourire narquois et suffisant. Mon père était assis au centre de son grand fauteuil inclinable. Posé carrément sur ses genoux se trouvait une épaisse enveloppe brune en papier craft. J'ai fermé la porte derrière moi. Le déclic du loquet a résonné bruyamment. Personne ne s'est levé. Personne n'est venu me serrer dans ses bras. Personne ne m'a demandé si j'avais dormi, si j'avais mangé, ou comment je gérais mentalement la supposée perte de l'œuvre de ma vie. Ma mère a finalement levé les yeux du comptoir. Elle a offert un sourire serré, extrêmement forcé. « Jean, tu es là. »« Je suis là », ai-je répondu, ma voix dépourvue de toute émotion. Je suis resté près de l'entrée, gardant mes distances. Mon père n'a même pas fait semblant de s'en soucier. Il a tapoté son index contre l'enveloppe brune. Ses yeux étaient froids, calculateurs et entièrement dépourvus de chaleur paternelle. « Asseyez-vous » a-t-il commandé, me faisant signe de la petite chaise en face de lui. Je suis entré lentement dans le salon et me suis assis au bord du coussin. Cédric n'a pas levé les yeux de son écran. « On m'a dit que tu avais tout foiré, frérot » a-t-il dit, sa voix dégoulinante de condescendance. Je suppose que faire semblant d'être PDG, c'est beaucoup plus difficile qu'il n'y paraît sur Internet. Heureusement que maman et papa sont là pour nettoyer ton bazar encore une fois. Je l'ai complètement ignoré. J'ai gardé mes yeux fixés sur le visage de mon père. Maman a dit que vous vouliez m'aider, ai-je dit, jouant parfaitement le rôle du fils vaincu et brisé. Mon père s'est penché en avant. Il a pris la lourde enveloppe et l'a jetée sur la table basse en verre qui nous séparait. Elle a atterri avec un bruit sourd et inquiétant. Il a refusé de croiser mon regard, regardant plutôt un point sur le mur juste derrière mon épaule gauche. « Nous voulons aider » a dit mon père, son ton plat et lourdement répété. « Mais nous avons d'abord la responsabilité de protéger les biens de la famille. Tu es complètement instable en ce moment, Jean. Tu as fait des choix incroyablement imprudents avec tes investisseurs, et nous ne pouvons tout simplement pas laisser ta ruine financière se propager dans nos vies et détruire ce que nous avons bâti. Signe ça. » Il a fouillé dans la poche de sa chemise, a sorti un stylo noir et l'a fait glisser sur la table en verre. Il a tourné et s'est arrêté juste devant moi. « Signer quoi » ai-je demandé doucement, mes yeux passant du stylo à l'enveloppe. « C'est juste de la paperasse juridique standard. » Ma mère est intervenue rapidement, sortant de la cuisine et croisant les bras défensivement sur sa poitrine. « C'est une mesure temporaire pour séparer tes responsabilités commerciales de la famille. C'est mieux pour tout le monde si tu le fais vite, Jean. Tu gâches toujours les choses quand tu essaies de trop réfléchir. Laisse-nous nous en occuper. » J'ai regardé l'enveloppe. Mon cœur battait un rythme lent et lourd dans ma poitrine. J'ai tendu la main, j'ai pris l'enveloppe et j'ai senti l'épaisse pile de papier à l'intérieur. J'ai tiré le fermoir métallique vers l'arrière et j'ai sorti les documents. Les lettres noires en gras tout en haut de la première page m'ont crié dessus. Ce n'était pas un document de protection temporaire. C'était un arrêt de mort pour mon avenir. Il disait « Révocation des droits de bénéficiaire ». J'ai fixé l'encre noire épaisse. Révocation des droits de bénéficiaire. Le jargon juridique était dense, mais l'intention était limpide. Il n'essayait pas de protéger la famille de mes créanciers fictifs. Il m'exécutait légalement. En signant ce document, je renoncerai volontairement et définitivement à chaque centime de mon héritage, transférant un contrôle total et complet à mes parents. J'ai gardé la tête baissée, fixant le papier, forçant ma respiration à rester lente et régulière. Je pouvais littéralement sentir la chaleur de leur regard peser sur moi. Ils attendaient que je cède. Ils attendaient que le fils obéissant et désespéré qu'ils m'avaient conditionné à être signe aveuglément sa vie pour un morceau de leur approbation. « Qu'est-ce que cela signifie exactement » ai-je demandé, en levant les yeux vers mon père, gardant mon visage masqué de confusion. Mon père a poussé un soupir dur et irrité, agacé que j'ose le questionner. Cela signifie que la fiducie de ta grand-mère a besoin d'une protection immédiate. Si tes créanciers te poursuivent pour liquider tes actifs, ils pourraient demander à un juge de réclamer ta part de l'héritage. En signant ce document, tu renonces à ta part, gardant l'argent entièrement en sécurité chez nous. C'est la seule décision logique à prendre. Renoncer à ma part.
J'ai répété les mots lentement, savourant leur venin. Définitivement, ma mère a fait 2 pas rapides en avant, abaissant sa voix à ce ton faux et apaisant qu'elle utilisait toujours pour manipuler les situations. Jean, écoute-moi. Si tu signes tout de suite sans faire d'histoire, nous ne poursuivrons pas la clause de la fiducie qui pénalise les héritiers irresponsables. Tu as gaspillé 20 millions de dollars d'argent d'investisseurs. Nous devons protéger l'avenir de Cédric. Tu comprends ça, n'est-ce pas? Il a encore toute sa vie devant lui. Il était là. La vérité absolue mise à nu sur la table. Il s'agissait toujours de l'avenir de Cédric. J'ai lentement tourné la tête et j'ai regardé le canapé. Cédric ne se contentait plus de texter agressivement. Il avait changé de position. Il tenait son téléphone, les objectifs de l'appareil photo pointés directement sur mon visage. Je pouvais voir le point d'enregistrement rouge clignoter à l'écran. Il filmait mon humiliation. « Qu'est-ce que tu fais, Cédric ?» ai-je demandé, ma voix tombant à un murmure dangereux. Cédric a souri, sans aucun remords. Il a ajusté sa prise sur son téléphone pour obtenir un meilleur angle. Je prends juste des images brutes pour oncle Robert. Il veut voir l'expression exacte du visage du millionnaire fauché quand il réalisera enfin qu'il n'a absolument plus rien. Souris pour le chat familial, loser. Peut-être que je le posterai en ligne. La cruauté pure et simple de l'instant m'a coupé le souffle. Mon propre frère de sang enregistrait ce qu'il croyait être le moment le plus bas et le plus dévastateur de ma vie juste pour offrir un divertissement à un oncle amer. Ma mère ne l'a pas grondé. Mon père ne lui a pas dit de poser son téléphone. Ils étaient entièrement, totalement complices. J'ai doucement reposé les documents sur la table en verre. Je n'ai pas touché le stylo noir. Lentement, délibérément, j'ai glissé ma main droite dans la poche de ma veste. Mes doigts se sont enroulés autour de mon téléphone. J'ai appuyé 2 fois rapidement sur le bouton latéral supérieur. C'était le raccourci de composition rapide que j'avais programmé spécifiquement pour ce moment. Appel à Gabriel. Je savais qu'il était assis dans son SUV noir garé à 3 maisons plus loin dans la rue. J'ai laissé le téléphone dans ma poche, la ligne ouverte et j'ai écouté. Je ne pense pas que je devrais signer ça, ai-je dit, en me penchant en arrière sur la chaise et en croisant les bras. Le visage de mon père a changé instantanément. Le masque du patriarche sévère et préoccupé a complètement disparu, remplacé par une rage pure et laide. Une veine bleue épaisse pulsait visiblement sur sa tempe. Sa mâchoire s'est serrée si fort que je pensais que ses dents allaient se briser. « Tu n'as pas le choix », a-t-il claqué, sa voix résonnant bruyamment sur les hauts plafonds. « Tu as provoqué ce désastre toi-même avec ton arrogance. Tu vas prendre ce stylo et signer ces papiers tout de suite, sinon tu peux sortir par cette porte et ne jamais, jamais revenir. N'attends pas un seul centime de nous quand tu dormiras dans un carton dans la rue. J'ai bâti une entreprise à partir de rien, ai-je dit, élevant ma voix juste assez pour que Gabriel puisse entendre chaque mot clairement à travers le téléphone dans ma poche. Et mes propres parents essaient de voler l'héritage de ma grand-mère juste pour payer la toute nouvelle voiture de sport de Cédric dans l'allée. Tu ne mérites pas l'argent, a crié soudain Cédric depuis le canapé, laissant tomber son téléphone sur ses genoux et se penchant agressivement en avant. Tu es un échec. Tu as toujours été un échec. Signe juste le papier et fous le camp de notre maison. Ma mère a violemment claqué ses 2 mains sur l'îlot de cuisine en marbre. Jean, arrête d'être si incroyablement dramatique. Tu détruis cette famille avec ton égoïsme. J'ai regardé tous les 3. Ma mère tremblant d'une fausse indignation. Mon père violet de rage. Mon frère vibrant d'un droit sans fondement. J'ai senti une profonde, écrasante sensation de paix m'envahir tout le corps. La tempête faisait rage follement autour de moi, mais à l'intérieur de mon esprit, les eaux étaient complètement calmes. Le dernier lien de culpabilité me retenant à ces gens s'est rompu. Non, ai-je dit, ma voix complètement stable, mon père s'est levé violemment, sa chaise raclant bruyamment le parquet. Il a pointé un doigt tremblant et furieux directement sur mon visage. Je suis ton père et je te dis de signer ce document à l'instant même ou que Dieu me vienne en aide. La lourde porte d'entrée en chaîne a cliqué fort. Des pas lourds et assurés ont résonné sèchement sur le parquet de l'entrée. Mon père s'est figé en plein milieu de sa phrase, son doigt toujours pointé. Ma mère s'est retournée si vite qu'elle a failli trébucher. Cédric s'est redressé, son téléphone glissant de ses genoux et tombant entre les coussins. Gabriel est entré pleinement dans le salon.
Il portait son costume anthracite parfaitement taillé, tenant sa mallette en cuir élégante. Son expression était sculptée dans du granit massif. Il a regardé la pièce, observant la scène chaotique avec une autorité absolue et terrifiante. « Bonjour » a dit Gabriel, sa voix douce, polie et froide comme la glace. « Je vois que vous avez déjà commencé la procédure sans moi. » Le silence qui s'est abattu sur la pièce était absolu. On aurait pu entendre une épingle tomber sur un tapis. Mon père est resté figé, regardant Gabriel, la bouche légèrement ouverte. Il l'a reconnu. Gabriel m'avait représenté dans quelques litiges mineurs de contrats immobiliers il y a quelques années. Et mon père savait exactement qui il était et ce qu'il faisait dans la vie. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a demandé mon père, retrouvant enfin sa voix, bien qu'elle manquait de l'autorité retentissante d'il y a quelques instants. « Pourquoi votre avocat d'entreprise est-il dans mon salon ? C'est une affaire familiale privée. » Gabriel n'a pas demandé la permission d'entrer, ni ne s'est excusé de l'intrusion. Il a marché délibérément devant mon père et a posé sa lourde mallette en cuir directement sur la table basse en verre, juste au-dessus de leurs documents de révocation frauduleux. Il a basculé les verrous en laiton. Le clic-clac aigu a résonné dans la pièce silencieuse comme un fusil qui arme une cartouche. Cela a cessé d'être une affaire familiale privée au moment où vous avez tenté de commettre une fraude électronique fédérale et un détournement de fonds, a dit Gabriel calmement, ouvrant le couvercle de sa mallette. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur. Elle avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle a fait un pas en arrière, heurtant lourdement le comptoir de la cuisine. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Jean a tout perdu. Son entreprise a été poursuivie en justice. Nous prenons simplement des mesures pour protéger la fiducie familiale de ses créanciers. Gabriel a sorti un épais dossier juridique bleu vif de sa mallette. Il n'a pas regardé mon père. Il a regardé directement ma mère. J'en ai rien perdu, a dit Gabriel, sa voix portant le poids d'une enclume. Il a finalisé la vente de son entreprise hier après-midi pour 20 millions de dollars. Le capital est actuellement en sécurité dans un compte de placement diversifié hautement sécurisé. Cédric s'est littéralement étouffé. Il a commencé à tousser, ses yeux sortant de sa tête. 20 millions. Il m'a regardé, son visage se tordant en un masque grotesque de choc, d'incrédulité et d'une faim soudaine et désespérée. Il a suivi mes instructions légales spécifiques de vous dire qu'il était complètement fauché, a poursuivi Gabriel, sa voix traversant l'épaisse tension dans la pièce comme un scalpel. Nous devions vérifier vos véritables intentions avant d'impliquer les autorités fédérales dans cette affaire. Et malheureusement pour vous, Arthur, vous avez complètement mordu à l'hameçon. L'hameçon, a crié mon père, son visage devenant d'un violet foncé. Les veines de son cou pulsaient. Vous nous avez piégés chez nous. Vous avez menti à vos propres parents. Gabriel a fait glisser le dossier juridique bleu sur la table en verre. Il s'est arrêté à quelques centimètres des mains de mon père. Je vous suggère fortement d'ouvrir ce dossier, Arthur. Mon père a hésité, ses mains tremblant légèrement avant qu'il ne saisisse le dossier sur la table. Il l'a déchiré. Je me suis assis en silence et j'ai regardé ses yeux parcourir les premières pages, sa respiration est devenue superficielle et rapide. À l'intérieur de ce dossier, a expliqué Gabriel, arpentant lentement derrière ma chaise comme un prédateur tournant autour de sa proie, se trouvent des relevés bancaires certifiés, des journaux de virements bancaires et des courriels internes notariés. Ils ont été fournis en toute sécurité à mon cabinet par Eli, le directeur régional de votre banque. Eli a signalé vos comptes il y a 3 semaines pour une activité hautement suspecte. Vous et Marthe avez tranquillement liquidé les comptes d'investissement secondaires de la fiducie familiale, tentant de détourner des centaines de milliers de dollars vers une société à responsabilité limitée offshore privée entièrement enregistrée au nom de Cédric. La tête de Cédric s'est tournée violemment vers nos parents. Vous avez mis une société écran à mon nom, a-t-il balbutié, sa voix se brisant bruyamment alors qu'il réalisait soudain qu'il était légalement impliqué dans un crime fédéral massif. Vous ne pouvez rien prouver de tout cela, a hurlé ma mère, sa voix aiguë et hystérique. Elle a pointé un doigt tremblant vers Gabriel. Cet argent est pour l'avenir de Cédric. Jean n'en a pas besoin. Il n'en a jamais eu besoin. Gabriel a cessé de faire les 100 pas. Il s'est penché sur la table basse, posant ses 2 mains à plat sur le verre, dominant l'espace physique. Il a regardé mon père droit dans les yeux, son regard implacable. Marthe a mentionné une clause très spécifique plus tôt, a dit Gabriel,
sa voix baissant à un registre dangereux et silencieux. La clause pénalisant les héritiers irresponsables. Vous souvenez-vous de la formulation exacte de cette clause, Arthur? Mon père a dégluti difficilement. Toute combativité l'avait complètement quitté. Il ne pouvait pas parler. Je connais intimement cette clause, a chuchoté Gabriel. Parce que je suis l'avocat qui a aidé votre mère, Éléonore, à rédiger les derniers amendements à sa fiducie il y a 10 ans avant son décès. Cette clause ne s'applique pas aux bénéficiaires qui font de mauvais investissements. Elle s'applique aux fiduciaires. Elle s'applique spécifiquement à vous. La pièce a tourné. J'ai vu l'horrible prise de conscience s'abattre sur mes parents. Ils avaient essayé d'utiliser les mots de ma grand-mère pour me détruire sans se rendre compte qu'elle avait écrit ces mots pour les détruire. Gabriel s'est redressé, ajustant sa veste de costume. La clause stipule explicitement que si les fiduciaires désignés, vous et Marthe, sont jugés avoir agi de mauvaise foi, avoir mal géré les fonds ou tenté de commettre une fraude contre les bénéficiaires, vous êtes immédiatement légalement dépouillés de tous vos pouvoirs administratifs. La fiducie et tous ses actifs restants reviennent immédiatement aux dirigeants secondaires. Gabriel a lentement tourné la tête et m'a regardé. Jean, c'est le moment qui a tout changé. Le moment où des années d'abus émotionnels, de négligence et de manipulation psychologique ont finalement pris fin. J'ai vu les gens qui m'avaient rabaissé, ignoré et tenté de me voler réaliser qu'ils venaient de me remettre les clés de leur royaume entier. Ils étaient tombés droit dans le piège qu'ils m'avaient tendu. C'est un moment qui a tout changé quand j'ai enfin retrouvé le contrôle de ma vie. Merci de votre patience d'être arrivé jusqu'ici. Vous êtes incroyable. S'il vous plaît, aidez-moi à aimer la vidéo et laissez un commentaire avec le numéro ci-dessous pour que je sache que vous avez été avec moi jusqu'ici. Cela aidera non seulement plus de gens à trouver cette histoire, mais me permettra également de savoir que mes expériences sont significatives pour quelqu'un. Votre soutien est la plus grande motivation pour moi de continuer à partager le reste de ce voyage. L'air a été complètement aspiré de la pièce. Mon père a laissé tomber le dossier bleu sur la table en verre comme si le papier lui avait brûlé les mains. Il a chancelé en arrière, retombant lourdement dans son fauteuil inclinable, fixant le sol dans une incrédulité absolue et brisée. Cédric a bondi du canapé, le visage pâle et luisant de sueur soudaine. La réalité de la situation s'abattait sur lui. Sa voix s'est brisée dans une panique terrifiante. Attendez, attendez une minute. Si Jean contrôle toute la fiducie, qu'en est-il de ma voiture? J'ai financé la Porsche sur ma part de la fiducie attendue. Le premier paiement massif est dû la semaine prochaine. Qu'en est-il de mes cartes de crédit, de mon loyer? J'ai lentement tourné la tête pour regarder mon jeune frère. Pour la première fois de mes 32 ans, je ne ressentais absolument rien pour lui. Ni ressentiment, ni colère, ni jalousie. Je ne voyais qu'un enfant homme pathétique et impuissant qui n'avait jamais été forcé d'affronter la réalité. Tu ferais mieux de commencer à chercher un emploi, Cédric, ai-je dit, ma voix étrangement calme et stable. Parce que je gèle ton allocation de fiducie, et je coupe tes cartes de crédit cet après-midi. Tu es seul. Cédric a regardé nos parents, les yeux écarquillés de désespoir suppliant. Maman, papa, faites quelque chose. Il ne peut pas me faire ça. Je vais perdre l'appartement. Je vais perdre la voiture. Ma mère s'est précipitée, des larmes coulant rapidement sur son visage, ruinant son maquillage. Elle a tendu ses mains tremblantes et a attrapé mon avant-bras, ses doigts s'enfonçant désespérément dans le tissu de ma veste. Elle a levé les yeux vers moi avec des yeux écarquillés et suppliants. Jean, s'il te plaît, a-t-elle sangloté, sa voix se brisant. Nous sommes ta famille. Nous sommes ton sang. Nous t'avons élevé. Nous t'avons nourri. Tu ne peux pas simplement tout nous enlever comme ça. Nous avons fait une erreur, d'accord? Nous avions peur. Nous voulions juste nous assurer que tout le monde dans la famille allait bien. J'ai baissé les yeux sur ses mains agrippant mon bras. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Je ne l'ai pas maudite. J'ai juste doucement, mais incroyablement fermement, dégagé ses doigts de mon bras et reculé, créant une frontière physique entre nous. Tu ne m'as pas élevé, maman, ai-je dit, en la fixant directement dans ses yeux remplis de larmes. Tu m'as logé. Tu as élevé Cédric. Et tu n'avais pas peur ce matin. Tu étais incroyablement avide. Tu as vu une opportunité de me frapper pendant que tu pensais que j'étais à terre, de voler la seule chose que ma grand-mère m'avait laissée.
Et tu l'as saisi sans y penser à deux fois. Mon père s'est levé de sa chaise. Il a fait un pas lourd en avant, ses poings serrés fermement sur les côtés. Son avantage légal disparu, il a eu recours à la seule tactique qui lui restait, l'intimidation physique. Tu penses que tu nous punis, a-t-il grogné, les veines saillantes sur son cou épais. Tu détruis cette famille, Jean. Si tu sors par cette porte avec cet argent, tu es mort pour nous. Tu m'entends? Tu n'auras plus de famille. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai pas reculé. Je suis resté ferme et j'ai regardé droit dans ses yeux colériques et désespérés. Tu as détruit cette famille, papa. Tu l'as détruite au moment où l'argent a compté plus que ton propre fils. Gabriel, qui était resté silencieux à observer l'effondrement de leur empire, a sorti une dernière et fine liasse de papier de sa mallette en cuir. Ils étaient propres, nets et complètement dévastateurs. Il les a posés soigneusement sur la table en verre juste à côté d'un lourd stylo en argent. Il s'agit de la démission formelle de vos droits de fiduciaire, a dit Gabriel à mes parents, son ton ne laissant absolument aucune place à la négociation. Avec effet immédiat, vous allez tous les deux signer ceci tout de suite, vous démettant volontairement et transférant tout le contrôle et le pouvoir administratif à Jean. Si vous refusez de signer ce document tout de suite, je ferai ma mallette, je quitterai cette maison, j'appellerai les autorités fédérales et je déclencherai un audit judiciaire complet de chaque compte bancaire que vous avez touché au cours des 15 dernières années. Vous ferez face à des accusations fédérales de détournement de fonds et de fraude électronique, et vous irez tous les deux probablement en prison fédérale. Mon père a baissé les yeux sur les papiers blancs impeccables. Il a levé les yeux vers les yeux impassibles de Gabriel. Il m'a regardé, debout, grand et intact. Il a réalisé enfin et complètement qu'il était piégé. Il n'y avait pas de négociation possible. Il n'y avait plus de liens émotionnels à tirer. Il n'y avait plus de manipulation à jouer. Ses mains tremblaient violemment en tendant la main pour prendre le stylo en argent. Il s'est penché sur la table en verre. Ses épaules affaissées dans une défaite absolue et a griffonné son nom sur la ligne pointillée. Il a jeté le stylo avec dégoût. Ma mère a sangloté hystériquement en le ramassant, ses larmes tombant et tachant physiquement le papier alors qu'elle signait son nom juste à côté du sien. Gabriel a rassemblé les documents, a soigneusement vérifié les signatures et les a remis en sécurité dans sa mallette. Il a fermé les serrures une dernière fois. Jean est maintenant le seul fiduciaire, a annoncé Gabriel à la pièce silencieuse. Tout paiement discrétionnaire, allocation ou distribution à qui que ce soit dans cette famille est sa seule décision. Je me suis redressé. J'ai boutonné ma veste. J'ai regardé le salon une dernière fois. La maison où j'avais grandi, la maison qui avait jadis tant de pouvoir sur moi, me semblait entièrement vide et incroyablement petite. Il ne restait plus de fantômes pour me hanter ici. Je leur ai tourné le dos. J'ai franchi la porte d'entrée, sortant sous le soleil du matin, éclatant et chaud, respirant enfin l'air d'un homme vraiment libre. Un mois entier s'était écoulé depuis que j'avais quitté cette maison et laissé mes parents et mon frère assis dans les ruines de leur propre cupidité. 30 jours entiers de silence absolu et ininterrompu. Les premières 48 heures après avoir franchi cette porte furent exactement aussi chaotiques que Gabriel l'avait prédit. Mon téléphone vibrait pratiquement sur mon comptoir de cuisine. Il y avait des dizaines d'appels manqués de ma mère, des messages textes frénétiques de mon père oscillant sauvagement entre des menaces agressives et des excuses pathétiques. Et un barrage de messages vocaux de Cédric me suppliant de reconsidérer le gel de ses cartes de crédit parce que son propriétaire menaçait de l'expulser. Je n'ai pas écouté les messages vocaux. Je n'ai pas lu les paragraphes de manipulation. Je me suis assis à mon îlot de cuisine, j'ai ouvert les paramètres de mon opérateur et j'ai bloqué de façon permanente chacun de leurs numéros de téléphone. J'ai bloqué oncle Robert. J'ai bloqué chaque singe volant de la famille élargie qui a essayé de me faire culpabiliser pour pardonner l'impardonnable. J'ai coupé les membres infectés de mon arbre généalogique d'un seul coup net et décisif. Et puis quelque chose d'incroyable s'est produit. Le monde ne s'est pas effondré. Le ciel n'est pas tombé. Pour la première fois en 32 ans, je me suis réveillé le matin et ma poitrine ne me semblait pas enveloppée de lourdes chaînes de fer. L'anxiété chronique qui avait vécu dans ma nuque depuis l'enfance s'est simplement évaporée. Je n'étais plus le fils décevant. Je n'étais plus le distributeur automatique d'urgence. J'étais juste Jean. J'ai versé une énorme partie des 20 millions de dollars de la vente de mon entreprise dans un portefeuille hautement diversifié.
sécurisant mon avenir si complètement que je n'aurais plus jamais à me soucier de l'argent pour le reste de ma vie naturelle. Mais rester inactif n'était pas dans ma nature. Julien, mon ancien directeur des opérations et le seul gars qui avait été dans les tranchées avec moi pendant les jours les plus sombres de notre start-up, m'a contacté. Nous avons décidé de louer un magnifique espace de bureau à air ouverte en centre-ville pour commencer à jeter les bases d'une nouvelle entreprise. Nous ne nous pressions pas. Nous profitions simplement du processus de création de quelque chose de nouveau sans la pression écrasante de la survie qui pesait sur nos têtes. C'était un mardi matin frais. J'étais assis à mon nouveau bureau en chêne, regardant par les immenses fenêtres du sol au plafond la ville s'éveiller en contrebas. Julien était dans l'autre pièce, en train d'interviewer un développeur principal potentiel. J'avais une tasse de café noir chaud à la main, ressentant un sentiment écrasant de paix profonde. La porte vitrée de mon bureau s'est ouverte. Gabriel est entré. Il portait aujourd'hui un élégant costume bleu marine, tenant la même mallette en cuir emblématique qui avait complètement démantelé la vie de mes parents, il y a un mois. Il a regardé autour du bureau lumineux et spacieux et a offert un sourire rare et sincère. « Le nouveau siège vous va bien, Jean ?» a dit Gabriel, en prenant place dans le fauteuil en cuir en face de mon bureau. « Vous avez l'air remarquablement reposé. » Les cernes sous vos yeux ont enfin disparu. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai souri. La paix et le calme font ça à une personne, Gabriel. Il s'avère que porter le poids d'une famille toxique est terrible pour votre emploi du temps de sommeil. Comment vont les choses sur le front juridique? Mon père a-t-il essayé de déposer des injonctions ridicules concernant la fiducie? Gabriel a secoué la tête, posant sa mallette sur ses genoux. Pas une seule. Votre père a engagé un avocat bon marché pour examiner les documents qu'ils ont signés, espérant trouver une échappatoire pour affirmer qu'ils ont signé sous la contrainte. Son avocat a jeté un coup d'œil aux preuves de détournement de fonds que Ellie nous a fournies, a examiné les statuts fédéraux de la fraude, et a immédiatement conseillé à votre père d'abandonner, et de prier pour que nous ne déposions pas de plainte pénale. Ils sont complètement coincés. Cédric a dû volontairement rendre sa toute nouvelle Porsche au concessionnaire la semaine dernière pour éviter un recouvrement de dettes massif, et d'après ce que je comprends, il a été contraint de retourner vivre dans la chambre d'amis de vos parents. J'ai ressenti un bref éclair de pitié, mais il a disparu aussi vite qu'il est apparu. Ils avaient fait leur lit et maintenant ils devaient y coucher. L'ère où je finançais leur délire de grandeur était définitivement terminée. Bien, ai-je dit simplement. Ils peuvent se débrouiller. Ils m'ont toujours dit de me débrouiller seul quand je me noyais dans les prêts étudiants et que je luttais pour survivre. Maintenant, c'est à leur tour d'apprendre la valeur $1. Gabriel a hoché la tête lentement. Le ton léger et conversationnel de la pièce a soudainement changé. Gabriel n'a pas ouvert sa mallette tout de suite. Il m'a juste regardé avec une expression incroyablement sérieuse et profondément respectueuse. Je ne suis pas venu ici aujourd'hui juste pour vous donner des nouvelles de la misère de vos parents, Jean, a dit Gabriel, sa voix baissant à un registre plus calme, plus intime. La procédure légale concernant le retrait de vos parents en tant que fiduciaire est officiellement finalisée et déposée auprès de l'État. Vous êtes maintenant le seul dirigeant incontesté de l'héritage familial. Mais il y a une dernière chose que nous devons conclure. Quelque chose qui attend ce moment précis depuis plus de 10 ans. Je me suis penché en avant, posant ma tasse de café sur un dessous de verre. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'y a-t-il d'autre? Gabriel a tendu la main et a finalement ouvert les serrures en laiton de sa mallette. Cette fois-ci, il n'a pas sorti une épaisse pile de jargon juridique. Il a fouillé dans une poche intérieure spécialisée et a sorti une petite et lourde enveloppe de velours. Elle était d'un bordeaux profond et riche, clairement vieillie, et scellée à l'arrière d'un épais cachet de cire rouge. Il a posé l'enveloppe de velours délicatement au centre de mon bureau. Il y a 10 ans, a commencé Gabriel en croisant les mains sur ses genoux. Votre grand-mère, Éléonore, est venue à mon bureau. Elle était au premier stade de sa maladie et elle savait que son temps était compté. Elle voulait finaliser la fiducie. Mais Éléonore était une femme incroyablement observatrice. Elle a vu exactement comment Arthur et Marthe vous traitaient. Elle a vu comment ils favorisaient sans vergogne Cédric, finançant entièrement son fonds universitaire massif tout en vous forçant à contracter une dette écrasante. Elle a vu l'avidité s'enraciner dans le cœur de votre père. Mon souffle s'est coupé en ma gorge à la mention de son nom. Éléonore, la seule femme qui m'avait jamais regardé et vu quelqu'un entièrement digne d'amour.
Éléonore savait que vous laisser une somme d'argent massive sans condition ferait de vous une cible, a poursuivi Gabriel doucement. Elle savait que vos parents utiliseraient toutes les tactiques de manipulation émotionnelle du livre pour vider vos comptes afin de financer leur style de vie et la paresse de Cédric. Elle savait qu'il finirait par essayer de voler la fiducie familiale. C'est exactement pourquoi elle m'a fait rédiger cette clause de pénalité spécifique pour les fiduciaires frauduleux. C'était un piège qu'elle avait tendu il y a 10 ans, attendant patiemment de se refermer au moment où ils révéleraient leur vraie couleur. J'ai fixé l'enveloppe de velours. Mes mains tremblaient réellement. Elle savait aussi, a dit Gabriel, en montrant l'enveloppe, que survivre à l'éventuelle trahison de vos propres parents serait la chose la plus difficile et la plus douloureuse que vous auriez jamais à faire. Elle m'a laissé ceci en ma possession stricte. Ces instructions explicites et juridiquement contraignantes étaient que je vous le remette, et à vous seul, le lendemain du jour où vos parents perdraient définitivement leur pouvoir sur vous. Aujourd'hui est ce jour. J'ai tendu une main tremblante et j'ai pris l'enveloppe. Le velours était doux, portant le poids d'une décennie d'amour caché. J'ai glissé mon pouce sous le lourd seau de cire rouge et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier épais de couleur ivoire pliée soigneusement en deux et une lourde clé en laiton antique. J'ai déplié le papier. L'écriture était indubitablement la sienne. Ces élégantes lettres cursives que je me souvenais de toutes les cartes d'anniversaire qu'elle me glissait secrètement quand mes parents ne regardaient pas. L'encre était légèrement fanée, mais les mots ont sauté de la page et m'ont frappé en plein milieu de la poitrine. Mon très cher Jean, si tu lis cette lettre, cela signifie que le pire est enfin arrivé. Cela signifie que mon fils et sa femme ont laissé leur avidité éclipser leur devoir de parents. Cela signifie que tu as vu leur vrai visage et que tu as survécu au chagrin dévastateur de leur trahison. Je suis tellement désolé de ne pas avoir pu être là pour te soutenir quand c'est arrivé. Mais sache ceci, j'ai toujours su que ta force viendrait de ta capacité à survivre à ce que les autres ont essayé de briser en toi. Tu as un feu dans ton esprit qu'Arthur et Marthe n'ont jamais pu comprendre. Et parce qu'ils ne pouvaient pas le comprendre, ils ont essayé de l'éteindre. Je suis tellement fier de l'homme que tu es devenu, je le sais. L'argent de la fiducie est à toi de gérer. Mais je savais que tu aurais besoin d'un endroit pour guérir, un endroit entièrement à toi, intouché par leurs souvenirs, loin de leurs exigences. Accompagnant cette lettre se trouve le titre de propriété d'un domaine privé que j'ai acheté dans les montagnes du Vermont peu avant de tomber malade. Tes parents ne savent pas qu'il existe. Mes avocats ne savent pas qu'il existe. Seul Gabriel le sait. Il est entièrement payé. Détenu dans une SARL privée uniquement à ton nom. Cette clé est le véritable héritage que je te laisse. Ne laisse pas leur amertume endurcir ton beau cœur. Jean, éloigne-toi des ruines de leur cupidité. Entre dans la lumière et construis une vie remplie de gens qui t'aiment pour ce que tu es, pas pour ce que tu peux leur apporter. Tu es libre maintenant, mon doux garçon. Avec tout mon amour pour toujours, grand-mère Éléonore. Une larme chaude s'est détachée et a roulé sur ma joue, éclaboussant doucement le bureau en chêne. Je n'ai pas pris la peine de l'essuyer. Puis une autre est tombée, et une autre. Pour la première fois de toute ma vie d'adulte, je me suis assis devant un autre être humain et je me suis permis de pleurer ouvertement, sans m'excuser. Ce n'étaient pas les pleurs d'un homme brisé. C'étaient les pleurs d'un homme qui avait porté un rocher massif et étouffant sur une montagne pendant 30 ans et qui avait finalement, miraculeusement, été autorisé à le déposer. Gabriel s'est levé discrètement. Il n'a pas offert de platitudes creuses. Il ne m'a pas dit de me remonter le moral. Il s'est juste approché, a posé une main ferme et encourageante sur mon épaule pendant un long moment, puis est discrètement sorti du bureau, me laissant l'espace dont j'avais besoin pour faire mon deuil, pour guérir et pour enfin accepter l'amour inconditionnel dont j'avais été privé toute ma vie. Je suis resté assis là, seul, pendant très longtemps, serrant la clé en laiton antique dans ma paume, sentant le métal froid se réchauffer contre ma peau. Mes parents avaient essayé de m'enterrer sous une montagne de culpabilité et de ruines financières, ignorant complètement que ma grand-mère m'avait donné les outils pour bâtir un château par-dessus. Le Vermont au début de l'automne est un paysage qui change fondamentalement votre façon de respirer. 2 semaines après que Gabriel m'ait remis cette enveloppe de velours bordeaux, j'ai fait un seul sac de voyage, j'ai fait le plein de ma voiture et je me suis éloigné de la skyline de béton de la ville. J'avais besoin de le voir. J'avais besoin de toucher physiquement l'héritage que Éléonore m'avait laissé. Le trajet a duré des heures, mais il m'a semblé des minutes. Lorsque j'ai traversé la frontière de l'État, les autoroutes encombrées ont laissé place à des routes de montagne sinueuses à 2 voies,
flanqué de forêts imposantes de pins, d'érables et de bouleaux. Les feuilles commençaient tout juste à tourner, peignant les flancs des montagnes de touches explosives d'orange brûlé, de rouge vif et de jaune doré profond. À chaque borne kilométrique que je passais, je sentais une autre couche du vieux Jean s'effriter. Le Jean qui désirait désespérément la validation d'Arthur. Le Jean qui se serait immolé par le feu juste pour garder Cédric au chaud. Ils étaient partis, laissés au bord de l'autoroute. Mon GPS m'a finalement dit de quitter la route principale pour une allée non marquée, en gravier concassé, qui s'enfonçait profondément dans un fourré dense d'arbres. J'ai roulé lentement. Le gravier crissait bruyamment sous mes pneus, la canopée des branches bloquant complètement le monde moderne derrière moi. Après 1 kilomètre à serpenter à travers la forêt, les arbres se sont soudainement dégagés, ouvrant sur une immense et époustouflante vallée surplombant un lac privé aux eaux cristallines. Et là, c'était. Ce n'était pas juste une cabane. C'était un vaste et magnifique domaine en bois et en pierre, construit sur mesure. Il était parfaitement positionné au bord de l'eau, avec d'immenses fenêtres en forme de A du sol au plafond qui reflétaient les montagnes environnantes, un porche en cèdre enveloppant et un lourd toit en ardoise. C'était majestueux, silencieux et entièrement à moi. Les impôts fonciers et l'entretien avaient été discrètement financés par un compte séquestre distinct que Gabriel avait géré pendant une décennie. C'était une forteresse de paix absolue. J'ai garé la voiture, coupé le moteur et suis sorti dans l'air frais et frais de la montagne. Le silence était si profond qu'il me résonnait presque dans les oreilles. Il n'y avait pas de sirène, pas de circulation, pas de téléphone portable qui sonnait, et pas de membres de la famille réclamant mon argent ou mon temps. Il n'y avait que le bruit du vent bruissant à travers les pins et le doux clapotis de l'eau du lac contre le quai en bois. J'ai monté les larges marches de pierre jusqu'à la lourde porte d'entrée en chêne. J'ai sorti la clé en laiton antique d'Éléonore de ma poche. Ma main était incroyablement stable alors que je la glissais dans la serrure et que je tournais. Les lourds barillets se sont mis en place. J'ai poussé la porte et je suis entré. L'intérieur était magnifique. Des plafonds voûtés avec des poutres apparentes, une immense cheminée en pierre de rivière du sol au plafond au centre de la grande pièce, et un mur de verre donnant sur l'eau. Il était entièrement meublé, impeccablement propre, et sentait légèrement le bois de cèdre et les vieux livres. J'ai lentement traversé les pièces, traînant mes doigts sur le dossier des fauteuils en cuir, passant ma main sur les épais comptoirs en granit de la cuisine. Dans la chambre principale, posée au centre du lit king size, se trouvait une unique photographie encadrée. Je me suis approché et je l'ai prise. C'était une photo de moi et d'Éléonore prise quand j'avais 12 ans. Nous étions assis sur un banc de parc, mangeant de la glace. J'avais du chocolat partout sur le menton et je riais si fort que mes yeux étaient fermés. Éléonore avait son bras étroitement enroulé autour de mes épaules, me regardant avec une expression de pure joie non adultérée et de féroce protection. Je me suis assis au bord du lit, tenant le cadre des 2 mains. Mes parents avaient passé toute ma vie à essayer de me convaincre que j'étais un personnage secondaire de ma propre histoire. Ils utilisaient mon empathie comme une arme contre moi. Ils considéraient mon succès non pas comme une source de fierté, mais comme un avantage injuste que je détenais sur leur enfant prodige, Cédric. Quand Gabriel m'a dit de les appeler et de dire que j'avais perdu les 20 millions de dollars, ils ne testaient pas seulement leur cupidité. Ils me forçaient à regarder la vérité laide et indéniable que j'avais fui toute ma vie. Vous ne pouvez pas acheter l'amour de personnes qui vous considèrent fondamentalement comme une transaction. Si votre valeur dans votre famille est entièrement dictée par ce que vous pouvez leur apporter, que ce soit de l'argent, des faveurs, ou simplement agir comme un bouc émissaire pour que quelqu'un d'autre se sente mieux face à ses échecs, alors vous n'avez pas de famille. Vous avez un conseil d'administration, et vous devez de démissionner. S'éloigner des personnes qui partagent votre ADN est souvent perçu par la société comme un échec massif. Les gens vous diront que le sang est plus épais que l'eau ou que vous n'avez qu'une mère et un père. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que la loyauté envers un sang toxique vous empoisonnera lentement à mort. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que parfois l'acte le plus profond d'amour-propre que vous puissiez commettre est de regarder les personnes qui vous ont élevé dans les yeux et de dire « Vous n'avez plus le droit de me blesser ». Je n'ai pas perdu ma famille le jour où je suis entré dans ce salon et que j'ai refusé de renoncer à mes droits de bénéficiaire. Ma famille s'est détruite elle-même au moment où ils ont créé ce groupe de discussion. J'ai juste enfin eu le courage de m'éloigner de l'épave. J'ai posé délicatement la photographie sur la table de nuit. Je suis retourné dans la grande pièce, j'ai ouvert les lourdes portes vitrées et je suis sorti sur le porche arrière. Le soleil commençait tout juste à disparaître derrière les montagnes,
projetant de longues et spectaculaires ombres sur la surface miroir du lac. J'ai pris une profonde inspiration, remplissant mes poumons de l'air pur et glacé de la montagne. J'avais ma santé. J'avais une nouvelle entreprise florissante avec Julien. J'avais Gabriel, qui s'était avéré être plus une figure paternelle pour moi qu'Arthur ne l'a jamais été. J'avais un filet de sécurité de 20 millions de dollars, l'héritage familial et ce magnifique domaine. Mais plus important que tout l'argent ou la propriété, je m'avais enfin retrouvé. J'étais libre. La tempête était enfin passée et l'aube se levait. Ce voyage m'a appris une leçon qui a complètement recablé ma vision du monde. Et je veux la partager avec vous, surtout si vous êtes actuellement assis dans l'obscurité, luttant avec le poids écrasant d'une famille toxique. La vérité éducative ultime que j'ai apprise est la suivante. Les limites ne sont pas des murs construits pour empêcher les gens d'entrer. Ce sont les portes que vous installez pour protéger votre propre paix. Nous sommes socialement conditionnés à croire que nous devons à nos parents une dette impayable simplement parce qu'ils nous ont mis au monde. Mais la relation biologique n'accorde à personne un laissez-passer gratuit pour infliger des abus psychologiques ou financiers. Le respect, la loyauté et l'amour doivent être gagnés et ils doivent être réciproques. Si quelqu'un n'aime que la version de vous qui sert ses besoins, il ne vous aime pas du tout. Il aime la commodité que vous lui offrez. S'éloigner d'une dynamique familiale abusive ne fait pas de vous un mauvais fils ou une mauvaise fille. Cela fait de vous un survivant qui a finalement choisi de se sauver. La vraie famille n'est pas définie par l'ADN correspondant. Elle est définie par les personnes qui vous soutiennent quand vous n'avez absolument rien à leur offrir que votre moi authentique. Si cette histoire a résonné en vous, je veux entendre votre voix. Quelle a été la leçon ou le moment le plus profond de cette histoire qui a touché une corde sensible dans votre propre vie? Partagez votre perspective dans les commentaires ci-dessous. Ou si vous êtes simplement d'accord que protéger votre paix vaut toujours le prix, tapez simplement le mot au bon dans les commentaires pour que je sache que vous tenez bon avec moi. Merci d'avoir écouté et rappelez-vous, votre paix est votre atout le plus précieux. Ne laissez jamais personne ruiner votre âme.